Bonsoir et bienvenue dans Géopolitique Actu, la chronique qui vous fera toutes les semaines le récapitulatif de l'actualité géopolitique du monde ici sur votre chaîne Code Kama TV. Au menu de cette semaine, en première partie, nous avons d'abord le refus de la Mauritanie d'accueillir les militaires français chassés du Niger. Et ensuite, les attaques du Hamas contre l'Israël ce samedi. Ainsi, je vais vous commenter ces deux actualités phares avant que Lem Salamine ne vienne vous faire le récapitulatif de l'actualité géopolitique de la semaine. Cette semaine, nous avons suivi le rejet de la Mauritanie d'accueillir les militaires français chassés du Niger. Ainsi, le président mauritanien a déclaré: la situation géographique de la Mauritanie et le fait qu'elle soit relativement épargnée par le terrorisme rendent la présence des forces françaises sans objet. La Mauritanie ne me paraît pas, ni stratégiquement ni géographiquement, le meilleur pays pour accueillir des soldats dédiés à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Dans la lutte contre le terrorisme, il est plus logique que les forces dédiées opèrent à partir d'un pays qui est davantage au centre ou dans la proximité du champ des opérations. Cette attitude est très salutaire car accueillir les militaires français est synonyme de complicité des actions françaises dans le Sahel. Cependant, la Mauritanie gagnait beaucoup plus à participer à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel car il est connu de tous qu'elle sert de refuge ou de base arrière aux organisations terroristes qui déstabilisent le Mali. En effet, nombreux sont les chefs terroristes qui vaquent à leurs occupations normalement en terre mauritanienne. D'ailleurs, même certains s'y soignent en cas de blessure ou de maladie. Donc la Mauritanie doit être beaucoup plus logique dans sa démarche. D'autant plus qu'elle reste un allié de la France. Cette dernière dirige indirectement le G5 Sahel, dont la Mauritanie assure actuellement la présidence. Cette organisation est une initiative française, plus précisément d'Emmanuel Macron. De plus, en juillet 2023, un accord de défense a été signé entre le G5 Sahel et l'OTAN à Nouakchott. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun détail n'a filtré sur cet accord. Même si Nouakchott a soutenu Bamako durant l'embargo de la CEDEAO, cela ne lui accorde pas une immunité concernant certains comportements qui fait douter de sa bonne foi. L'autre actualité phare de la semaine est les attaques du Hamas en Israël. En effet, près de 3000 roquettes ont été lancées sur le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, avec des dégâts importants. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi à ces attaques et a annoncé une riposte sanglante. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. 50 ans jour pour jour du lancement de la guerre de Kippour, le Hamas a attaqué l'Israël ce samedi 7 octobre 2023. Dans une zone où le symbolisme est si important, la question que l'on se pose est comment ça a pu échapper à l'un des services de renseignement les plus outillés au monde. Par ailleurs, cette attaque du Hamas offre à Netanyahou la possibilité de regrouper le peuple israélien dans sa majorité autour de sa personne. Alors que Netanyahou faisait face récemment à des manifestations intenses contre son régime. Ce qui nous pousse à poser la question de la semaine, à savoir, les services secrets israéliens ont-ils laissé passer cette attaque? Outre, cette opération survient dans un contexte géopolitique très complexe, avec l'expansion des BRICS. C'est pourquoi la Russie affirme une position neutre par rapport à la situation comme Israël d'ailleurs dans la guerre ukrainienne. Ajouté à cela, il y a la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Israël qui étaient dans les tuyaux. Sauf que cette attaque vient tout remettre en question car Riyad a soutenu le Hamas en affirmant que c'est Israël le seul et unique responsable. Outre, il est sûr que jamais le Hamas ne pourrait mener une telle action sans le soutien d'Iran. Ce qui pousse certains à dire que l'Iran vise à saboter la normalisation des relations entre Riyad et Tel Aviv
à travers cette attaque. Alors que l'Inde a soutenu Israël, l'Iran et l'Arabie Saoudite le Hamas, la position de l'Égypte qui avait normalisé ses relations avec Israël reste floue. Donc l'expansion des BRICS est en crise car ces nouveaux entrants sont dans un conflit dans lequel la Russie ne peut jouer un rôle d'arbitre, encore moins la Chine. Mais ce qui est sûr est que l'escalade est presque inévitable à Gaza, avec le Hezbollah qui va forcément soutenir le Hamas, alors que la réplique de Tel Aviv risque d'être cinglante, car jamais le Hamas n'a réussi une telle opération depuis sa prise de pouvoir à Gaza en 2007. Par ailleurs, la Chine est un leader très important des BRICS, mais aussi un acteur d'un monde multipolaire. Elle a été l'initiatrice du rapprochement et le rétablissement diplomatique entre Téhéran et Riyad. La Chine maintient un équilibre entre ses relations avec Israël et celles avec les pays arabes, d'autant plus qu'elle a des liens dans le domaine de l'agriculture et de la technologie avec Israël, mais soutient en même temps la cause palestinienne. La Chine évite les prises de position partisanes dans ce conflit, car les pays arabes sont des fournisseurs de gaz et de pétrole pour elle. Elle essaie toujours de maintenir un équilibre diplomatique entre les deux États, ceci se traduit en action car Xi Jinping a reçu le 13 juin dernier le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Et une visite de Benjamin Netanyahu avait été annoncée, même si jusque-là, il n'y a rien. Alors, jusqu'où peut aller ce conflit entre Israël et Palestine? Les États-Unis et la Russie sont-ils prêts à ouvrir un nouveau front alors qu'ils sont en pleine guerre en Ukraine? Nous en saurons davantage dans les jours à venir. C'est ainsi que je passe la main à Lems Alamine pour qu'il vous fasse le récapitulatif de l'actualité internationale dans la deuxième partie. Merci Cher Souman. Bonsoir chers auditeurs. Récap des actualités géopolitiques de cette semaine. La France hors du Niger. Le Conseil national de la sauvegarde pour la patrie annonce que les troupes françaises vont se retirer du Niger dans la semaine. Selon le CNSP, les premiers à quitter seront les 400 soldats basés à Walam, une zone qui se situe dans la région dite les Trois Frontières. Le président Emmanuel Macron a déclaré dans une émission de télé dimanche 1er octobre le retrait du Niger des 1500 Français d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, il y a des points de désaccord sur les conditions de départ. Selon le RFI, le gouvernement nigérien aurait refusé cette solution, sortir par le nord du Bénin pour rejoindre le port de Cotonou via l'axe Niamey-Gaya, commune frontalière au Bénin, paraît le mieux indiqué, lit-on dans l'article de RFI sur Internet, alors que le Niger interdit le survol de son territoire par des avions appartenant à la France. Club de discussion Valdaï. La réunion du club de discussion Valdaï est ouverte ce dimanche 1er octobre à Sochi sous le thème de multipolarité juste, comment assurer la sécurité et le développement pour tous. À la session plénière de ce jeudi 5 octobre, Vladimir Poutine attaque les pays occidentaux. Peut-être que vous devriez vous débarrasser de votre arrogance. Arrêtez de vous comporter comme cela envers la communauté mondiale qui comprend ses tâches, ses intérêts. Il est temps de se débarrasser de cette pensée coloniale, dit-il. Selon Poutine, l'Occident doit se débarrasser de la mentalité de l'ère coloniale, une époque qui ne reviendra jamais, ajoute-t-il. Poutine poursuit que l'influence occidentale dans le monde est une pyramide militaire et financière. Elle a toujours besoin de nouveaux combustibles pour subvenir à ses besoins. La rentrée scolaire, 4 écoles de Moscou ont commencé à enseigner des langues africaines. Il s'agit du swahili, l'une des langues les plus répandues en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et de l'Amérique, la langue officielle de l'Éthiopie. Russe-Afrique, jusqu'où peut aller cette coalition? Le Swahili entre officiellement au programme de plusieurs écoles de Moscou. C'est une approche collaboratrice initiée par Moscou qui vise à renforcer ses relations avec l'Afrique, qui reste un continent très riche. La Russie, au-delà de la coopération militaire, se jette sur d'autres aspects de coopération tels que l'économie, la culture, l'éducation, etc. Une action qui fait perdre du terrain à l'Occident en Afrique. Récemment, la France a refusé de délivrer des visas aux étudiants des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cependant, Moscou accepte de les intégrer dans leur université. Le partenariat Afrique-Russie se renforce de plus en plus dans plusieurs domaines. Slovaquie, Robert Fico au pouvoir. Robert Fico a gagné ce samedi 7 octobre 2023 les législatives en Slovaquie, où son parti Smer SD a obtenu 23% des voix lors du scrutin du 30 septembre selon France 24. La présidente slovaque Zuzana Čaputová lui a chargé de former un nouveau gouvernement ce lundi 2 octobre. Cependant, Robert Fico est considéré par plusieurs médias occidentaux comme un pro-russe du fait de s'être opposé à l'aide militaire à l'Ukraine. Lors de la campagne des législatives, Robert Fico avait affirmé publiquement
que la Slovaquie ne va plus envoyer d'armes à l'Ukraine, une déclaration qui a choqué les Occidentaux. Une force internationale en Haïti. Ce lundi 2 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert pour le déploiement d'une force internationale en Haïti menée par le Kenya pour une durée d'1 an. La mission principale de cette force est d'appuyer la police haïtienne pour lutter contre l'insécurité. Ce pays fait face à la violence des gangs qui ont pris en otage la majorité de la capitale. Il faut noter aussi que la Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote. Cette mission montre le rapprochement entre le Kenya et les États-Unis. Ces deux États ont signé le 25 septembre un accord de défense pour les 5 prochaines années, alors que l'Est de l'Afrique, notamment en Somalie, est confronté à la présence des terroristes d'Al-Shabaab, un groupe affilié à Al-Qaïda. Les États-Unis disent qu'elles vont financer cette mission internationale. Cependant, cette force onusienne pourra-t-elle être en mesure de résoudre le problème d'insécurité en Haïti? États-Unis-Turquie. Les États-Unis ont abattu un drone turc en Syrie ce jeudi alors qu'il se trouvait à 500 mètres des forces américaines, selon le Pentagone. La Turquie mène actuellement des frappes contre des cibles kurdes en Syrie en réponse à un récent attentat à Ankara revendiqué par le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. Après cet incident, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu par téléphone avec Yasar Güler, le ministre turc de la Défense, et a appelé à la désescalade dans le nord de la Syrie. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire pour ne point rater les prochaines éditions.